Bonjour à tous et bienvenue dans une aventure qui pourrait bien changer votre vie ou, du moins, vous faire regarder votre porte-monnaie avec des yeux différents. Prenez une grande respiration, installez-vous confortablement, car ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire qui mêle l'histoire de France, l'art de la gravure, l'ingénierie industrielle, la chance pure et une quai au trésor qui se déroule, littéralement, sous vos yeux. Nous allons passer un long moment ensemble car il y a des siècles d'histoire à décortiquer dans une simple pièce de monnaie, et je veux que vous compreniez chaque détail, chaque frisson et chaque soupçon de mystère qui entoure ce petit disque de métal que vous tenez peut-être dans votre main en ce moment même. Je ne vous demande qu'une chose, gardez l'esprit ouvert, écoutez attentivement cette histoire et surtout, n'ignorez pas cette pièce de 10 francs qui traîne peut-être au fond de votre tiroir ou dans votre poche. Car si vous avez cette pièce précise que nous allons décrire aujourd'hui, vous êtes peut-être l'être humain le plus chanceux de ce monde. Oui, vous avez bien entendu, l'être humain le plus chanceux de ce monde. Pourquoi une telle emphase? Parce que nous vivons une époque où l'on pense que la richesse se trouve dans les crypto-monnaies, dans les actions en bourse ou dans les héritages immobiliers. On oublie que le hasard et l'histoire savent parfois se cacher dans les objets du quotidien. La pièce de 10 francs génie de la Bastille de 1990, en apparence anodine, est un véritable caméléon numismatique. Pour 99,99% d'entre vous, elle ne vaut que ce qu'elle affiche, 10 francs, soit environ 1,50 €. Mais pour une fraction infime d'entre vous, cette pièce représente une petite fortune, un montant qui pourrait vous permettre de partir en vacances ou de rembourser des dettes. Et ce n'est pas une légende urbaine, ce n'est pas un canular de collectionneur, c'est une réalité qui a été actée, vérifiée et confirmée lors de ventes aux enchères prestigieuses à travers le monde. Je veux que vous vous imaginiez la scène. Vous êtes devant une machine à café, vous glissez une pièce, ou peut-être vous êtes chez un boulanger, et vous tendez les quelques pièces pour payer votre baguette. Le boulanger vous rend la monnaie, vous la glissez sans regarder. Sauf que cette pièce-là, la pièce de 1990, elle a été frappée sur un flanc qui n'était pas le sien. Elle est passée entre les doigts de milliers de personnes, de collectionneurs, de banquiers, avant de finir dans votre poche. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tous les secrets de cette merveille mécanique. Plongeons ensemble dans les entrailles du temps. Nous sommes en 1988, la France, comme beaucoup de pays, est en plein bouleversement monétaire. Avant l'avènement de cette pièce de 10 francs au génie de la liberté, la France utilisait la pièce de 10 francs dite Athéna, une pièce qui portait le profil de la déesse de la sagesse. Mais cette pièce rencontrait un problème industriel colossal. Elle était fabriquée en nickel pur, mais recouverte d'une fine couche de cuivre et de bronze, puis plaquée d'or. En termes techniques, on parle d'électrozinguage. Le problème, c'est que ce plaquage d'or était extrêmement fragile. Dès que la pièce circulait un peu, frottait contre les bords des poches, les bords des jeux de tiroirs, ou simplement contre les autres pièces dans le porte-monnaie, cette couche d'or s'écaillait, se griffait et laissait apparaître le gris du nickel en dessous. C'était un désastre esthétique pour la monnaie française. Les Français se plaignaient, les banques voyaient arriver des pièces qui ressemblaient à des pièces usées après seulement quelques mois. L'image de la République en prenait un coup. Il fallait absolument trouver une solution, une pièce qui ne s'use pas, qui conserve son éclat et qui puisse résister au temps. C'est ainsi que les ingénieurs de la monnaie de Paris, à l'usine de Pessac, ont décidé d'innover. Ils ont eu l'idée de s'inspirer des monnaies italiennes et suédoises, qui utilisaient déjà le bimétallisme. Le principe est simple. Pourquoi ne pas fabriquer une pièce composée de deux métaux distincts, un anneau extérieur fait d'un alliage robuste et doré et un cœur intérieur fait d'un métal blanc et indestructible. Ainsi, même si l'un des deux s'use, la pièce conserve un aspect visuel agréable. Le choix des matériaux s'est porté sur un alliage de bronze et d'aluminium pour l'anneau extérieur, une matière solide, résistante et légère. Pour le cœur, on a utilisé le nickel pur, ce même nickel qui faisait le succès des pièces de 5 francs. Et pour couronner le tout, il fallait un symbole qui représente la France dans sa gloire, dans son patrimoine, dans son héritage révolutionnaire. C'est là qu'intervient le génie de la liberté. Augustin Dupré, un graveur génial de la Révolution française, avait créé en 1792 une gravure exceptionnelle pour la pièce de 5 francs, celle qui allait devenir l'incarnation même de la République, le génie, les ailes déployées, le corps ailé, tenant une torche de la main droite, symbole de la lumière et du progrès, et de la main gauche des chaînes brisées,
symbole de l'affranchissement de l'esclavage et de l'oppression. C'est le même génie qui se dresse aujourd'hui sur la colonne de la Bastille, à Paris, pour commémorer la Révolution de 1830. C'est un symbole puissant, un symbole de liberté, d'égalité, de fraternité. Le choix était évident. Il fallait que la nouvelle pièce de 10 francs arbore cette figure héroïque, ailée, qui semble s'envoler vers un avenir meilleur. La Monnaie de Paris a donc lancé la production de cette nouvelle pièce en 1988 et elle a continué jusqu'à l'avènement de l'euro. Mais pourquoi l'année 1990 est-elle si spéciale? Pourquoi 1990 plutôt que 1988 ou 1991? C'est là que l'histoire devient fascinante. À chaque fois que la Monnaie de Paris produit des millions de pièces, il y a ce qu'on appelle dans le jargon technique des fauteuils ou des variétés. C'est inévitable, une machine, aussi précise soit-elle, produit des ratés. Parfois, c'est une pression incorrecte qui crée une pièce déformée. Parfois, c'est une double frappe où la pièce est frappée 2 fois, décalée, ce qui crée des motifs presque impossibles à identifier. Mais il y a une erreur en particulier qui est devenue une légende absolue. Une erreur qui fait pâlir d'envie les collectionneurs du monde entier. Le flanc de 5 francs, laissez-moi vous décrire ce phénomène de manière ultra détaillée pour que vous puissiez bien le comprendre, car c'est là que se trouve le cœur de votre potentiel. Fortune, la pièce de 10 francs génie de la Bastille est bimétallique. L'anneau extérieur est en bronze aluminium jaune. Le cœur intérieur est en nickel blanc. Pour fabriquer une pièce comme celle-ci, les machines de l'usine de Pessac utilisent ce qu'on appelle un flanc bicouche. Un flanc, c'est le disque de métal brut avant la frappe. En temps normal, les flancs sont préparés précisément pour chaque valeur faciale. On ne mélange pas les flancs. Mais voilà, dans les usines, il arrive que des erreurs de manipulation se produisent. Imaginez un ouvrier ou un système de convoyage qui, par inadvertance, laisse tomber un flanc destiné à la fabrication de la pièce de 5 francs dans la trémie de la presse à pièce de 10 francs. Qu'est-ce qui se passe alors? La presse ne fait pas la différence. Elle a reçu l'ordre de frapper le motif du génie de la Bastille. Et elle prend ce flanc de 5 francs. Le flanc de 5 francs, c'est quoi? C'est un disque de nickel pur, monométallique. Il n'a pas de cœur en nickel séparé de l'anneau extérieur, car la pièce de 5 francs est faite d'un seul bloc, du même métal. Lorsque la presse frappe ce flanc, elle imprime le dessin du génie de la liberté sur ce disque de nickel pur. Résultat, une pièce de 10 francs qui a perdu sa couleur jaune. Elle est entièrement grise, entièrement argentée, entièrement nickelée. Le cœur et l'anneau extérieur sont faits de la même composition. Ils sont fusionnés. Vous ne pouvez plus voir la soudure, la séparation entre les deux métaux. C'est une pièce monométallique qui a le visage du bimétallisme. Pour un œil non averti, cette pièce ressemble tout simplement à une pièce de 5 francs avec un chiffre 10 bizarrement grand. Mais pour un collectionneur, pour un expert en numismatique, c'est un graal absolu. Ce raté technique, cette erreur de fabrication, crée une pièce d'une rareté infinie. Pourquoi? Parce que ces erreurs sont immédiatement repérées lors du contrôle qualité de la Monnaie de Paris. Elles sont normalement mises au rebut, fondues et reculées. Elles ne quittent jamais l'usine, sauf, et c'est là que le mystère s'épaissit, sauf qu'en 1990, quelques-unes de ces erreurs, un nombre infime, ont glissé entre les mailles du filet. Elles ont été mélangées au rouleau de pièces ordinaires. Elles ont été envoyées aux banques. Elles sont entrées en circulation réelle. C'est là que se trouve le miracle de cette pièce. Ces pièces ne sont pas des pièces de collection au sens classique, gardées sous verre dans des musées. Ce sont des pièces de circulation ordinaire qui ont été utilisées pour acheter des croissants, payer des tickets de métro ou rendre la monnaie dans les foires. Certaines se sont perdues. D'autres ont été jetées, mais quelques-unes, celles qui ont survécu, celles qui n'ont pas été fondues, sont aujourd'hui les pièces les plus chères de la période francophile. Leur valeur ne vient pas du métal précieux, puisqu'il n'y a ni or ni argent dedans. Leur valeur vient de l'extrême rareté de l'erreur, de l'histoire incroyable de leur survie dans le monde réel. Si vous regardez la pièce que je tiens entre mes doigts ici, l'image que vous avez vue au début ou que vous avez maintenant, vous remarquez le contraste saisissant. La pièce normale a un anneau doré éclatant avec l'inscription Liberte Egalit Fraternit qui court en cercle autour du centre. Le centre est une zone argentée sur laquelle on voit le chiffre 10 entouré de la mention F pour franc. En dessous, l'année 1990. Maintenant, prenez la même pièce, mais imaginez-la sans la bordure dorée. Imaginez une pièce entièrement argentée, avec exactement le même motif, le même génie,
les mêmes inscriptions, le même millésime 1990, mais sans aucun contraste. C'est cette pièce, la pièce 1990 frappée sur flanc de 5 francs, qui fait la une des enchères de Drouot. On a parlé de cette pièce lors de la grande vente de la collection Le Trésor du franc, une vente aux enchères qui a rassemblé les plus grands collectionneurs de France. Il y avait là des pièces de la Révolution, des pièces de Napoléon, des pièces de la Sixième République. Et pourtant, c'est cette petite pièce de 10 francs 1990, cette erreur industrielle anodine, qui a monopolisé l'attention. Les enchères commencent, le commissaire-priseur annonce le lot, la tension est palpable, les collectionneurs se regardent, leur téléphone vibre pour des ordres d'achat venus de Suisse, du Japon, des États-Unis. Dans un silence religieux, le prix monte. Ils montent à 2000 euros, ils montent à 5000 euros. Puis un collectionneur, un grand monsieur de la numismatique, lève la main pour pousser l'enchère à 8000 euros. Un silence, le marteau s'abaisse, vendu pour 10 000 euros. Oui, 10 000 euros pour une pièce qui, légalement, ne vaut que 10 francs. Je vous laisse imaginer la surprise de celui qui l'a trouvée dans un tiroir ou dans un vieux pot à confiture. Mais attention, mes chers amis, car il y a une nuance très importante dans cette recherche. Toutes les pièces de 10 francs de 1990 ne se valent pas. Il ne suffit pas de trouver une pièce avec le millésime 1990 pour devenir riche. C'est un point crucial que je dois marteler encore et encore, car il y a beaucoup de désinformation sur Internet. Si vous avez une pièce de 10 francs génie de la Bastille de 1990 avec son anneau extérieur jaune et son centre argenté parfaitement distinct, vous avez une pièce magnifique mais qui vaut au maximum 1 ou 2 euros si elle est en parfait état. C'est la pièce de 1990 qui est astérisque monométallique astérisque, c'est-à-dire frappée sur un flanc de nickel de 5 francs, qui est la mine d'or. Alors, comment reconnaître cette pièce exceptionnelle? Comment être sûr que l'on tient entre ses doigts cette pépite grise plutôt qu'une pièce ordinaire? Laissez-moi vous guider, étape par étape, comme si j'étais un détective de la monnaie de Paris. Premièrement, regardez la couleur, c'est l'indice le plus flagrant. La pièce fautée est entièrement grise, argentée, uniforme. Il n'y a aucune distinction entre le bord extérieur et le centre. Elles sont toutes deux de la même teinte métallique. Si vous voyez un cercle jaune, même un peu abîmé, c'est que vous avez la pièce ordinaire. Il faut absolument que l'ensemble soit d'un seul bloc visuel. Deuxièmement, la tranche de la pièce est le bord que l'on voit quand on la pose sur le côté. Sur la pièce normale de 10 francs, on peut voir la jonction, le joint, la séparation physique entre le bronze aluminium du cercle et le nickel du cœur. Sur la pièce fautée, ce joint n'existe pas. Le métal est continu, lisse, sur toute la circonférence. C'est un détail que seul un œil exercé peut percevoir à l'œil nu. Mais une petite loupe, une loupe de bijoutier, celle qui coûte quelques euros, vous permettra de le vérifier en quelques secondes. Troisièmement, le poids. La pièce de 10 francs normale pèse exactement 6,5 grammes. Le flanc de 5 francs qui a été utilisé par erreur pèse, quant à lui, autour de 5 grammes. C'est une différence de 1,5 g. Si vous avez une balance de cuisine précise ou une balance de laboratoire, pesez votre pièce. Si elle affiche 6,5 g, c'est une pièce standard. Si elle affiche 5 grammes, vous venez de trouver une pièce qui peut être vendue aux enchères pour des milliers d'euros. Prenez une petite balance de poche, c'est un investissement de 10 euros qui pourrait vous rapporter 10 000. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que vous êtes l'être humain le plus chanceux du monde si vous avez cette pièce. C'est parce que les probabilités sont astronomiques. Imaginez le nombre de pièces de 10 francs produites entre 1988 et 2000, des centaines de millions. Et parmi ces centaines de millions, il n'y a que quelques dizaines, peut-être une cinquantaine, de pièces fautées qui ont réussi à échapper au contrôle qualité. Et parmi ces 50 pièces, seules quelques-unes sont encore en circulation. Trouver l'une d'entre elles, c'est comme gagner au loto avec un ticket acheté dans une poubelle. Revenons un instant sur l'aspect historique et esthétique de cette pièce. Il ne faut pas oublier que le génie de la Bastille, c'est l'incarnation de la liberté. En 1789, la Révolution éclate, le peuple de Paris prend la Bastille. La monarchie absolue s'effondre, les idéaux de liberté et de fraternité naissent. Et c'est Augustin Dupré, ce sculpteur hors pair, qui immortalise cet esprit de liberté sur la monnaie. Lorsque vous tenez cette pièce dans votre main, vous tenez l'âme de la France républicaine.
Et la pièce de 1990, avec son erreur, ajoute une couche supplémentaire de symbolisme. C'est l'erreur humaine au service de la beauté de l'histoire. La monnaie de Paris a toujours été très fière de ses erreurs techniques, car elles deviennent des pièces de collection. Les collectionneurs, eux, les appellent des fauteuils. Elles sont classées par ordre de rareté, les décentrées, les doubles frappes, les flancs en mauvais état, et enfin, la reine de toutes les fauteuils, la pièce qui a changé de métal. Cette histoire de la pièce de 1990 est d'autant plus poignante qu'elle se déroule à la fin du XXe siècle, alors que le monde se préparait à entrer dans l'ère numérique et que la monnaie physique commençait à perdre de son importance. C'est comme un dernier adieu au métal, une ultime danse du hasard avant l'avènement de l'euro. Maintenant, parlons des enchères. J'ai mentionné Drouot, mais savez-vous combien d'enchères ont été remportées par ces pièces? Il y a une maison de vente à Paris, appelée Gadery, qui est spécialisée dans les pièces de collection. En 2021, ils ont proposé une pièce de 10 francs 1990 frappée sur flanc de 5 francs, mais avec une particularité supplémentaire. La pièce était en état FDC, c'est-à-dire fleur de coin. C'est le grade numismatique le plus élevé, qui signifie que la pièce est parfaite, sans aucune rayure, sans aucune trace de frottement, comme si elle venait de sortir de la presse la seconde d'avant. L'enchère a démarré à 1000 euros. Les mises sont montées vertigineusement. Un acheteur anglais via un téléphone a misé 5000 euros. Un collectionneur américain a répondu avec 7500 euros. Et finalement, un collectionneur français, passionné de la Révolution, a porté l'offre à 10 500 euros. C'est un montant qui dépasse largement le prix d'une pièce d'or. Mais ce n'est pas de l'or que les collectionneurs achètent, c'est de l'histoire, c'est de l'unicité. Il n'y a qu'une seule pièce comme celle-ci, ou du moins on en connaît une dizaine. La rareté fait le prix, l'offre et la demande sont telles que le prix de cette pièce ne fait qu'augmenter au fil des années. Il y a 5 ans, elle se vendait 5000 euros. Aujourd'hui, elle se vend 10 000 euros. Dans 5 ans, combien vaudra-t-elle? 15 000 euros? 20 000 euros, c'est un investissement comme n'importe quel autre, mais avec un avantage. Elle tient dans la paume de votre main et elle a été acquise pour le prix de votre pain quotidien si vous la trouvez. Alors, vous devez vous demander, comment puis-je vérifier si j'ai cette pièce? Et si je l'ai, que dois-je faire? Je vais vous donner la marche à suivre exacte, sans aucune erreur. Première étape, sortez toutes vos pièces de 10 francs. Oui, toutes, ne regardez pas juste l'année, regardez la composition. Si vous en voyez une qui est entièrement argentée, qui n'a pas de bord doré, c'est votre trésor. Ne faites surtout pas l'erreur de la nettoyer. Beaucoup de gens, quand ils trouvent une pièce ancienne, prennent du produit vaisselle, du vinaigre, ou pire, du papier de verre pour lui redonner de l'éclat. C'est la pire chose à faire. La numismatique valorise l'usure naturelle, la patine, l'état d'origine. En grattant ou en nettoyant la pièce, vous détruisez son grade. Un collectionneur préférera une pièce légèrement ternie mais non altérée par l'homme, plutôt qu'une pièce brillante qui a été polie avec une brosse à dents. La valeur d'une pièce nettoyée chute de 80%. Donc, si vous trouvez cette pièce, ne la touchez même pas avec vos doigts gras. Prenez-la avec des gants en coton ou en la tenant par les bords et posez-la dans une petite pochette plastique sans PVC, les pochettes de protection que l'on trouve dans les magasins de philatélie. Ensuite, la deuxième étape, c'est de la mettre à l'abri. Ne la laissez pas traîner dans la poche de votre jonc. La friction avec le tissu, les clés, le sel de la transpiration, tout cela va gravement endommager la surface. Conservez-la dans un tiroir, à l'écart de la lumière directe du soleil. La chaleur peut oxyder le nickel. La troisième étape, c'est de la faire expertiser. Comment l'expertiser? Vous avez plusieurs options. La première et la plus recommandée, c'est de contacter un expert agréé par la Monnaie de Paris. Il y a un service d'experts numismates professionnels qui peuvent vous identifier la pièce contre un petit prix de consultation. Une autre option, c'est de l'envoyer dans une maison de vente aux enchères comme Colin du Bocage ou Bossan-Lefebvre. Ces maisons ont des experts qui connaissent parfaitement les erreurs de la monnaie. Ils vous diront si vous avez une vraie pièce fautée ou une pièce qui a été modifiée artificiellement, car il existe des faux. Des gens qui prennent une pièce de 10 francs normale et qui la décapent pour enlever le bronze aluminium, mais la tranche trahit toujours la manipulation. L'expert regardera la tranche avec un microscope, il pèsera la pièce avec une balance de précision et il la soumettra à un test de densité. En 1 heure, vous saurez si vous êtes riche ou non. Si l'expert confirme que vous avez la pièce, la quatrième étape est de décider de la vendre ou de la garder. Si vous vendez, mettez-la aux enchères.
Les enchères sont le meilleur moyen de tirer le meilleur prix car les collectionneurs du monde entier se battent pour l'obtenir. Ne vendez jamais à un particulier hors ligne, à un brocanteur de marché ou à un antiquaire généraliste. Ils vous offriront le quart de sa valeur réelle, car ils prennent une marge de bénéfice. C'est aux enchères, sous le marteau du commissaire-priseur, que la pièce atteint son prix maximal. D'ailleurs, n'oubliez pas de demander une estimation avant l'enchère. Les experts se basent sur les précédents du marché. Si la dernière pièce similaire a été vendue 10 000 €, ils fixeront une estimation entre 6 000 et 9 000 € pour attirer les enchérisseurs, mais elle peut très bien dépasser les 10 000 € si deux collectionneurs sont en concurrence. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que cette pièce est le testament d'une époque. Une époque où la technologie commençait à s'accélérer, où les machines devenaient plus complexes et où les erreurs humaines créaient des objets précieux. C'est une histoire d'autant plus fascinante qu'elle pourrait encore se produire aujourd'hui. Oui, même en 2026. Des pièces de 10 francs de 1990 sont encore en circulation. Il y en a qui traînent dans les fonds de tiroirs des grands-parents, dans les vieilles tirelires en terre cuite, dans les boîtes à chaussures oubliées au grenier. On pense que l'argent liquide a disparu, mais non, il est partout. Certaines banques centrales françaises détiennent encore des rouleaux de pièces de 10 francs qui n'ont jamais été mis en circulation. Et si l'un de ces rouleaux contenait une erreur de 1990, c'est la quête du Graal pour les chasseurs de pièces. Je connais une histoire véridique, d'un collectionneur de la région de Lyon. Il était un jour dans un bureau de poste et il demandait à la caissière de lui échanger de la monnaie. Il lui a dit: Madame, je collectionne les pièces de 10 francs. J'aimerais que vous me donniez ce que vous avez. La caissière, qui se moquait un peu de lui a donné un sachet entier de 500 pièces de 10 francs. Ce collectionneur a passé sa soirée à trier les pièces. Il a trouvé plus de 100 pièces de 1990 et il a trouvé la pièce en nickel. Il a immédiatement contacté son expert. L'expert est venu chez lui, a examiné la pièce et a confirmé: Monsieur, vous venez de gagner 10 000 €. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Alors, je vous le dis, regardez vos monnaies. N'ayez pas honte de le faire. La prochaine fois que vous paierez en espèces, jetez un coup d'œil à la monnaie que l'on vous rend. C'est gratuit. C'est un exercice qui ne prend que quelques secondes. Et imaginez la sensation. Vous regardez une pièce, vous voyez qu'elle est toute grise, vous vérifiez l'année, c'est 1990, et vous savez que vous venez de mettre la main sur une valeur mobilière de 10 000 €. Cette adrénaline, ce sentiment de triomphe, c'est ce que vivent les collectionneurs. C'est pour cela que beaucoup de gens se passionnent pour la numismatique. Ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est pour la chasse, pour la découverte de ces trésors cachés dans le monde ordinaire. Maintenant, parlons d'un autre aspect qui intrigue énormément les gens: l'état de la pièce. Est-ce que ma pièce doit être impeccable pour valoir ce prix? La réponse est nuancée. Une pièce fautée en état TTB très très beau se vendra moins cher qu'une pièce fautée en état FDC fleur de coin. Mais même une pièce fautée en état bébeau, c'est-à-dire avec des rayures et des traces d'usure visibles, peut se vendre plusieurs milliers d'euros. La raison en est simple: les collectionneurs savent que cette pièce a circulé. Elle a été utilisée par des gens comme vous et moi. Les traces de circulation font partie de son histoire, elle raconte son voyage à travers les poches de la France. Une pièce parfaite est très rare, mais une pièce en état de circulation est déjà extrêmement rare en elle-même. Donc, ne soyez pas déçus si votre pièce n'est pas parfaite. Elle reste une perle rare. En revanche, faites très attention aux pièces qui ont été modifiées. Il existe des marchands peu scrupuleux qui prennent des pièces de 5 francs, les frappent avec un dé ou qui utilisent de l'acide pour dissoudre l'anneau doré d'une pièce de 10 francs. C'est un stratagème frauduleux qui trompe les débutants. Si vous voyez une pièce qui semble avoir la bordure jaune enlevée de manière inégale, ou si la tranche montre des marques d'outils, c'est une arnaque. La vraie pièce est parfaitement lisse, sans aucune trace de retouche humaine. La couleur est uniforme de façon naturelle. Le métal ne présente aucun signe de corrosion chimique. C'est pour cela que l'expertise est si importante. N'essayez pas d'authentifier une pièce à 10 000 € sur la base d'un simple regard sur une photo. Faites-la authentifier par un professionnel. J'aimerais aussi m'arrêter sur la frappe elle-même, sur le caractère artistique de cette pièce. Lorsque vous la regardez, regardez les ailes du génie. Elles sont détaillées avec des plumes gravées avec une précision remarquable. La torche qui tient est stylisée. Les chaînes brisées sont réalistes. Ce n'est pas une simple reproduction, c'est une œuvre d'art.
L'artiste graveur a travaillé sur la profondeur, sur le relief, pour que les lumières et les ombres fassent vivre le personnage. Sur la pièce normale, le contraste entre le doré et l'argenté met en valeur ce relief. Sur la pièce fautée, ce relief est uniquement donné par la lumière qui joue sur la surface plane du nickel. C'est une esthétique différente, plus épurée, plus subtile. Beaucoup de collectionneurs préfèrent même la pièce fautée pour cette raison, car elle a quelque chose de plus pur, de plus sculptural. Le génie semble jaillir du métal gris comme une apparition. C'est une expérience visuelle unique que l'on ne retrouve sur aucune autre pièce de la période Franc. Et puis, il y a le côté émotionnel. Imaginez l'histoire de cette pièce. Elle a été créée en 1990. Le mur de Berlin était tombé un an plus tôt. La France célébrait les 200 ans de la Révolution. Le monde changeait. Cette pièce a été le témoin silencieux de ces bouleversements. Elle a été en poche lors des manifestations, lors des fêtes, lors des jours de fête nationale. Si elle pouvait parler, elle vous raconterait des milliers d'histoires de gens qui l'ont utilisée. Maintenant, elle est entre vos mains et vous êtes le gardien de cette histoire. La vente aux enchères de cette pièce n'est pas une transaction commerciale, c'est le passage de témoin de l'histoire entre vos mains et celle d'un collectionneur qui la chérit. Les prix de vente aux enchères de cette pièce sont souvent mentionnés dans les catalogues spécialisés. Des catalogues comme le Franc par Georges Guiret ou les cotations de la revue Monnaie et Collection. À chaque fois qu'une cotation sort, la valeur de cette pièce augmente, car les collectionneurs s'arrachent les rares copies. Les prix sont devenus si élevés qu'ils attirent même les investisseurs hors du cercle des collectionneurs. Des personnes qui n'avaient jamais acheté de monnaie de leur vie se mettent à chercher ces pièces, ce qui fait encore augmenter la demande. C'est un cercle vertueux pour les détenteurs potentiels, mais un cercle infernal pour ceux qui cherchent à en acheter une. Actuellement, le marché de la pièce est tel que même une pièce fautée de 1990 en circulation a dépassé la barre des 9000 € lors d'une vente récente chez les numismates spécialisés. Certaines ont même été vendues directement de collectionneur à collectionneur pour 12 000 € dans des transactions privées pour éviter les frais d'enchères. Je veux vous parler de l'erreur de double frappe. Bien que la pièce sur flanc de 5 francs soit la plus chère, il existe une autre erreur qui fait également le bonheur des collectionneurs. La pièce frappée 2 fois avec un décalage. Imaginez la machine qui, au lieu de frapper une fois, frappe 2 fois la pièce, mais la pièce a bougé un peu entre les deux frappes. Cela crée une image fantôme, un visage double, un chiffre dit qui apparaît en double. Ces pièces sont également très recherchées et peuvent se vendre quelques milliers d'euros. Mais la pièce sur flanc de 5 francs reste la plus médiatique, la plus connue et la plus chère car elle représente un changement complet de nature de la pièce alors que la double frappe ne change que l'aspect visuel. Si vous trouvez une pièce de 1990 avec le chiffre dit qui semble trembler ou avec des lettres qui se chevauchent, vous avez aussi de la chance, mais pas autant que si vous aviez la pièce de nickel. Gardez cela en tête. La pièce de 1990 est riche de ses défauts, et c'est pour cela qu'elle est autant aimée. Comment se fait-il que cette pièce soit encore en circulation aujourd'hui, alors que l'euro a remplacé le franc en 2002? Eh bien, tout simplement parce que le franc français est toujours convertible, mais plus seulement en billets. Les pièces, elles, ont été retirées de la circulation officielle, mais beaucoup de gens les ont conservées dans leur tiroir, pensant qu'elles ne valaient plus rien. Certaines banques, avant l'adoption de l'euro, ont distribué des rouleaux de pièces de 10 francs aux commerçants pour qu'ils les utilisent comme monnaie. Quand l'euro est arrivé, ces rouleaux ont été oubliés dans les arrière-boutiques. Imaginez le nombre de rouleaux encore intacts dans des caves de boulangerie ou de tabac. Chaque année, on découvre un trésor dans un grenier. Il y a quelques années, une famille de Nantes a vidé la maison de leur grand-mère décédée. Dans une malle rouillée, ils ont trouvé des centaines de francs et au milieu, une pièce de 1990 toute grise, pièce de 10 francs sur flanc de 5. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils l'ont mise sur un site de vente aux enchères en ligne. Les collectionneurs ont afflué. Le prix est monté à 7000 €. Puis un collectionneur a proposé de l'acheter directement à 1500 €. La famille était incrédule. Ils pensaient que c'était une blague. Mais ils ont fait expertiser la pièce et l'expert a dit: Mesdames et messieurs, vous tenez une pièce qui a une valeur de 10 000 € minimum. Cette famille a pu financer les études de leur enfant avec cette pièce. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut vous arriver à vous. Je vous incite donc à faire une petite vérification tout de suite ou dès la fin de cette vidéo. Si vous avez un petit porte-monnaie avec des pièces de francs que vous conservez, triez-les.
Si vous avez un vase rempli de monnaie en cuivre et en nickel que vous n'avez pas vidé depuis 2002, videz-le. Si vous avez des pièces dans la boîte à gants de votre voiture, regardez-les. La probabilité de trouver cette pièce est minuscule, certes, mais elle n'est pas nulle. Et le jeu en vaut la chandelle. Le coût de la recherche est de quelques minutes de votre temps, le bénéfice potentiel est de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est le prix d'une petite voiture d'occasion, c'est le prix de 6 mois de loyer. C'est un voyage de luxe pour une pièce que vous avez peut-être utilisée sans le savoir pour payer un ticket de parking. C'est l'une des rares fois où le hasard peut vous sourire de manière spectaculaire. Alors ne laissez pas passer l'occasion. Je vais vous donner les mots-clés exacts pour que vous sachiez quoi taper dans votre moteur de recherche. Pièce 10 francs génie de la Bastille 1990 flancs de 5 francs. Tapez cela et vous verrez des articles sur les enchères, des témoignages de collectionneurs, des forums où les gens racontent leurs découvertes. N'oubliez pas que vous devez comparer votre pièce avec une pièce ordinaire. Mettez votre pièce suspecte à côté d'une pièce de 10 francs ordinaire. Vous verrez la différence de couleur très rapidement. La pièce fautée est un peu plus petite aussi, car le flanc de 5 francs est légèrement plus petit que le flanc de 10 francs. Donc, si vous mettez une pièce de 10 francs à côté de la pièce fautée, vous verrez que la pièce fautée est plus petite en diamètre. C'est un excellent indice. Regardez également le poids. Pesez-la sur une balance de cuisine. Si vous n'avez pas de balance, vous pouvez comparer sa densité en la faisant glisser dans votre main. Les pièces de 5 grammes sont plus légères. Une pièce de 10 francs normale pèse 6,5 grammes. Elle est plus lourde en main. Si vous avez une pièce qui semble un peu plus légère que vos autres pièces de 10 francs, examinez-la attentivement. C'est peut-être elle pour les collectionneurs avertis. Cette pièce représente une pièce maîtresse. Ils l'appellent la fautée majeure de la série Génie de la Bastille. Les catalogues de cotation donnent même une valeur pour chaque grade. Par exemple, une pièce SUP superbe, qui est un grade élevé mais pas parfait, est cotée à 8 000 euros. Une pièce SPL splendide, avec quelques traces minimes, est cotée à 9 500 euros. Et une pièce FDC fleur de coin est cotée à 12 000 euros. Voire plus si elle est dans sa capsule d'origine avec son certificat. Les prix sont donc codifiés. Il n'y a pas de surprise. Si votre pièce est authentique, vous savez exactement combien elle vaut. Il suffit de regarder le grade. Le grade est déterminé par un expert après examen au microscope. Donc, si vous pensez avoir une pièce, envoyez une photo de la face, de l'arrière et de la tranche à un expert numismate. Il vous donnera une première estimation gratuite par email. Ensuite, si vous voulez une expertise officielle, vous pouvez l'envoyer par courrier recommandé au bureau d'expertise avec une assurance pour la valeur estimée. L'aspect le plus fascinant de cette histoire est que la pièce de 1990 est une relique des temps anciens. Nous sommes en 2026, le monde est numérique, les espèces sont en voie de disparition. Et pourtant, ces objets physiques continuent de susciter des passions. Les collectionneurs sont prêts à payer des fortunes pour ces erreurs. Pensez à la logique économique. Il y a des centaines de millions de pièces de 10 francs dans le monde. La monnaie de Paris a frappé environ 500 millions de pièces de 10 francs génie de la Bastille entre 1988 et 2000. Sur ces 500 millions, combien ont été frappés sur le flanc de 5 francs? Les archives de la monnaie de Paris ne le révèlent pas officiellement, mais les experts estiment qu'il n'y a eu qu'une centaine de pièces fautées de ce type qui ont été produites. Et parmi cette centaine, combien ont été détruites par le contrôle qualité? Au moins 90%. Il reste donc moins de 10 pièces en circulation ou dans des collections privées. En trouver une, c'est avoir une chance sur 50 millions de tomber sur la bonne pièce. C'est plus difficile que de gagner à l'euro million. Et pourtant, c'est déjà arrivé. La preuve par les enchères. Les enchères de ces pièces sont des événements mondiaux. Des collectionneurs japonais, américains, russes et européens se les disputent. Le prix ne fait que grimper. Chaque année, une nouvelle enchère établit un nouveau record. Et il n'y a aucune raison pour que ce prix diminue. La rareté est absolue, la demande est croissante, et l'histoire derrière la pièce est indélébile. Alors, que faire si vous trouvez cette pièce? Premièrement, respirez, ne paniquez pas. Deuxièmement, mettez-la dans un endroit sûr, comme je l'ai déjà dit. Troisièmement, contactez un expert numismate, mais contactez-en plusieurs. Ne vous contentez pas d'un seul. Si un expert vous dit que la pièce est fausse, ne le croyez pas immédiatement, consultez-en un deuxième. Les experts peuvent se tromper,
Il arrive que des pièces authentiques soient rejetées par erreur. Insistez pour que l'expert fasse un test de densité. La densité du nickel est de 8,9 G cm puissance 3, alors que le bronze aluminium de l'anneau a une densité différente. Le test est infaillible. Une fois que vous avez 2 ou 3 avis d'experts confirmant l'authenticité, vous pouvez envisager la vente. La meilleure option est de la mettre en vente chez Galeries ou aux enchères sur des plateformes spécialisées comme CGB. FR. Assurez-vous de prendre de bonnes photos avec un éclairage approprié pour montrer l'uniformité de la couleur. Les acheteurs potentiels doivent voir l'absence totale de soudure entre les deux métaux. La photo est cruciale car c'est la première impression des enchérisseurs. Pour conclure ce long périple que nous avons fait ensemble, cette exploration minutieuse de la pièce de 10 francs 1990, je veux que vous reteniez une chose essentielle. Votre quotidien est rempli de trésors cachés. Nous passons à côté de la fortune en marchant dans la rue ou en vidant nos poches. Cette pièce est la preuve que le destin peut frapper à votre porte sous la forme d'un petit disque de métal gris. Si vous êtes en train de chercher des pièces de 10 francs dans votre grenier parce que vous avez entendu cette vidéo, je vous souhaite bonne chance. Si vous êtes en train de regarder vos pièces dans votre poche en ce moment, faites attention, car si vous tenez cette pièce 1990 surfluant de 5 francs, je vous le dis avec une certitude absolue. Vous êtes la personne la plus chanceuse de ce monde. Non seulement vous détenez un bout de l'histoire de France, un chef-d'œuvre de la gravure républicaine, mais vous détenez aussi une fortune que des collectionneurs du monde entier convoitent. 10 000 €. Tenez-vous prêts. L'enchère est ouverte dans votre imagination. J'ai vu des gens pleurer de joie en trouvant cette pièce. J'ai vu des gens sauter en l'air, car c'est une émotion indescriptible que de transformer un objet inutile en un trésor. Alors, vérifiez vos tiroirs, vérifiez vos boîtes à chaussures, vérifiez vos vieux manteaux. La pièce y est peut-être, silencieuse, grise, attendant que vous la délivriez. Et lorsque vous la trouverez, souvenez-vous de cette vidéo. Souvenez-vous de mes paroles, nettoyez-la avec soin, faites-la expertiser, et précipitez-vous vers l'enchère de votre vie. Qui sait, peut-être que c'est votre jour de chance. Bonne chance à tous, et que la fortune soit avec vous. Allez, courez regarder vos pièces de 10 francs, il y a un trésor qui vous attend.